Bonjour à toutes, à tous. Merci à nos intervenants d'être présents. Au nom de toute l'équipe de Béton Salon, on vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième bivouac, qui est une invitation à Raw Academy, qui vient de Dakar. Et cette table ronde sera modérée par Fatima Bintou Rassoulsi. Je vous souhaite une bonne table ronde. Merci Ariane. Bonsoir à tous. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce deuxième jour de Respirer hors école. Donc, on a été très heureuse d'avoir cette invitation de la part des équipes de Béton Salon pour cette invitation pour avoir Raw hors les murs. Dans ce contexte-là, c'était pas certain, pas évident du tout. Et elles ont vraiment tout fait, tout ce qui était dans leur pouvoir pour obtenir que nos équipes puissent se déplacer jusqu'à Paris. Donc, merci pour ça. Et de nous donner une opportunité de faire vivre l'académie en dehors du contexte d'Euro, d'autant plus que cette année a été un peu particulière pour nous, puisqu'on a habituellement 2 académies dans l'année, et cette année, malheureusement, elles n'ont pas pu avoir lieu. Donc elles seront reportées à l'année prochaine, dont une académie qui s'appelle Tour de table, avec Siddhartha Mitter et Ribici, et une autre académie qui s'appelle Infrastructure, qui sera dirigée par Linda O'Brien et qui aura lieu à l'ICA aux États-Unis, si tant est qu'on puisse se déplacer jusqu'aux États-Unis. Voilà, donc aujourd'hui, on accueille la deuxième table ronde de ce programme qui s'appelle Bivouac 2, Respirer hors école. Hier, on a eu l'occasion de recevoir et d'accueillir Racha Salti, Patricia Falguière et Koyo autour d'une table ronde qui s'appelait Une société sans école. Et lors de cette table ronde, nous nous sommes interrogés sur la nature même de notre rapport au savoir, la façon dont celui-ci est transmis et par qui. Aussi, Patricia Falguière, Racha et Koyo nous ont donné une idée de ce que faire école pourrait vouloir dire aujourd'hui, à savoir repenser les différentes formes de savoir, lesquelles a-t-on légitimées et à quelle fin, accepter l'idée que nous devons créer des laboratoires de connaissances où nos différentes idées ou formes de savoir sont en contact. Concevoir donc un corps collectif où toute absence, toute douleur, toute cassure, toute brisure ou amputation serait partagée. Faire école, c'est aussi donc trouver le moyen dans ce lieu d'acquisition des savoirs, de subvertir ce que l'on pense savoir. Faire et se défaire de l'école. Il s'agirait donc de créer des sites de dépollution mentale et implanter dans le modèle académique ou universitaire de nouvelles façons de comprendre et de lire les corpus, en déplaçant les lieux de savoir, pourquoi pas, dans une cafétéria. C'est aussi un moyen d'apprendre et de s'éduquer. Aussi, Raw Material Company, à travers son académie, convoque une pause, une rupture au sein de la ville de Dakar, et celle-ci devient un lieu de respiration, de circulation des histoires, des pratiques, des façons de faire, des cultures et plus encore. Un lieu où on se réapproprie notre interdépendance. Aujourd'hui, nous allons donc nous appesantir sur cette question-là, sur la manière dont ces ruptures peuvent nous être imposées brutalement parfois, mais apparaissent comme une nécessité. Et c'est le cas de cette année 2020 qui a été pour le plus grand nombre d'une certaine brutalité. Donc, nous avons, on pense en tout cas, massivement pris conscience de la fragilité de nos existences, mais également de la précarité de nos systèmes. Pourtant nombreux sont ceux qui ont résisté, et j'en veux pour preuve notre présence ici avec les équipes de Béton Salon. Béton Salon vit une année de transition, de rupture, et bivouac est une manière de ne pas se laisser museler, et c'est très bien. La colonie a dû fermer ses portes, mais les esprits qui ont animé ce lieu et l'ont nourri se sont mobilisés, et nous gardons espoir de voir ce lieu ô combien symbolique rouvrir. Et comme dans ce contexte de crise sanitaire, identitaire et culturelle, comment est-ce qu'on survit? C'est ainsi qu'on va commencer notre table ronde. Donc aujourd'hui, on accueille Ariane Leblanc, Khalil Jorej, Éric Butler et Sandrine Ondiasson. Donc je vais commencer par toi, Éric. Éric est un artiste cinéaste basé à Paris qui, après des études en sciences politiques, a développé une pratique artistique ancrée dans un travail de recherche comprenant la photographie, l'estampe et la vidéo. Depuis 2010, le cinéma est devenu central dans son travail et ses longs métrages, also known as Jihadi, Lettre à Max, The Ugly One, La Navas de May et Fusako Shinjinobu, merci,
Masao Adachi et 27 années sans images ont été programmés lors des festivals de Locarno, Toronto, New York ou au FID, Marseille et à Rotterdam. Donc, dans le cadre de ces expositions, Eric inclut ses films au sein d'installations comprenant d'autres œuvres, des performances, des publications et une programmation publique, notamment lors du projet Après au Centre Pompidou, ou Sécession, qui a débuté avec son salon à Paris, puis au Bergen-Kunsthalle et la Sharjah Biennale 12. Ces dernières expositions personnelles ont eu lieu à Witgeries à Rotterdam, au Fredericianum à Kassel, au Beirut Art Center à Gasworkland et au Hammer Museum à Los Angeles. Et son travail est présent dans les collections du musée Reina Sofia à Madrid, au MACBA à Barcelone, au MoMA à New York et au Centre Pompidou à Paris, et à M+, Hong Kong. Donc, Johanna Di Thomas et Khalil Jorej, aujourd'hui Khalil est présent pour cette table ronde, sont des cinéastes et artistes libanais qui entremêlent leur travail et les liens thématiques formels et conceptuels à travers photographie, installations vidéo, films de fiction et documentaires. Ils sont autodidactes et sont devenus artistes et réalisateurs par nécessité au début de la guerre civile libanaise et se considèrent comme des chercheurs. Leur œuvre personnelle est basée sur les différentes rencontres qu'ils ont pu faire. Elle les a menés à explorer le domaine du visible et de l'absence, les conduisant à des allers-retours entre la vie et la fiction. Depuis plus de 15 ans, leurs films et leurs œuvres réalisées à partir d'une documentation personnelle ou de documents politiques élaborent des récits à partir d'histoires tenues secrètes au regard de l'histoire officielle, telle que celle des disparus de la guerre civile libanaise, ou bien un projet spatial oublié, des données géologiques ou archéologiques, ou encore les conséquences étranges des escroqueries et spams sur Internet. Donc le travail de Johanna et Khalil se construit autour de la production des modes de savoir, de la réécriture de l'histoire, de la construction des imaginaires. Ils tirent parti de l'expérience qu'ils ont de leur propre pays tout en allant au-delà des frontières. Leurs films ont été présentés et récompensés de nombreuses fois dans les grands festivals internationaux et leur travail artistique a été exposé dans les musées et centres d'art dans le monde entier, dont le Centre Pompidou, le Jeu de Paume, le Musée d'art moderne à Paris, le Victoria and Albert Museum, le British Museum, la Whitechapel Gallery et la Hausberg Philharmonic, et plus encore, ainsi que dans de nombreuses biennales, dont celle d'Istanbul, de Sharjah, de Kochi, de Gwangju et de Venise. Ils ont également reçu de nombreux prix tels que le prix Abrage et le prix Marcel Duchamp en 2017. Et nous avons Sandrine Oliesso, qui est commissaire d'exposition indépendante et critique, qui a travaillé comme assistante en production et médiation à la Fondation Calliste à Paris. Elle est chargée de communication à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne et intègre les équipes du FRAC Centre, c'est bien ça? Soupe, Champagne-Ardenne, Soupe. Donc félicitations à toi. Et elle est l'auteure des Monologues, qui est un espace numérique dédié à la création artistique actuelle. Elle a été co-commissaire des expositions Partout, mais pas pour très longtemps, Germination à Dakar, Tong un Tong, Ne Salis dans ton oreille, et commissaire de l'exposition Baptiste Fertier, Cutting Slash. Elle a été 2 fois résidente au sein du programme de recherche de Roe Academy, Germination en 2018 et Cura en 2019. Et elle collabore actuellement avec Ariane Leblanc sur une exposition, d'ailleurs je viens d'ici, qui sera présentée au printemps 2021 à la Comédie de Caen, et également avec Naomi Lolando qui a fait une performance ici hier soir et qui est une ancienne philologue de la Roe Academy. Et enfin, Ariane Leblanc, qui est née à Paris en 1993, elle entame une formation de médiation culturelle à l'Université de Paris, où elle s'attache plus particulièrement au multiculturalisme à l'ère postcoloniale via un travail de recherche mené collectivement. Elle développe également, en complément de son implication concrète dans les lieux alternatifs, à travers la direction artistique du collectif Rue des Miracles. Elle a un intérêt poussé pour le rôle des espaces publics dans les productions urbaines contemporaines. Depuis 2015, elle travaille au laboratoire d'Aubervilliers. D'abord en stage, puis en 2016, elle coordonne le projet de la Semeuse qui rallie les problématiques environnementales et de territoire dans une perspective artistique. Elle collabore sur la recherche avec l'artiste Uriel Orlo, dont la pratique privilégie le processus et la pluridisciplinarité. En novembre 2018, elle participe à l'Académie de la Raw Material Company, dirigée par l'artiste plasticienne et performeuse Otobong Kanga. Elle réalise en collaboration avec Pierre Simon l'exposition pour un interstice paysager à la Comédie de Caen en 2019. Elle vit et travaille à Paris. Pour la petite histoire, donc, Ariane et Sandrine ont fait la même académie, c'est-à-dire Germination avec Otobong Kanga, et Khalil a été faculté de l'Académie d'Éric, donc de l'année dernière. Image pour notre temps. Voilà.
commencer avec une question plutôt générale, donc je pose à chacun d'entre vous. C'est la Rowe Academy a été pensée en rupture avec des normes et conventions établies. Comment vous avez vécu ce moment-là, ce moment-là à Dakar? Qu'est-ce que la Rowe Academy a été pour vous et quelles sont les traces que vous en gardez? Peut-être on va commencer avec toi, Ariane. Merci. Ce que je garde de la Rowe Academy Generation, parce que je pense que tout était très différent, parce que Dobong Kanga avait une force et une aura qui nous a emmenés en tout cas moi, qui m'a emmené à des endroits que j'imaginais pas. C'est la question des relations. Comment est-ce qu'on tisse des relations sur un temps long, parce que c'était quand même 2 mois, je dirais intenses, parce qu'on était constamment déplacés par les invités qu'elle avait invités, justement, notamment, j'ai un souvenir très fort avec Peter Webb, qui à l'île aux serpents, nous sommes à l'île aux serpents, et donc il y avait ce rapport aussi des relations entre nous, dans le groupe, le collectif, comment est-ce qu'on fait collectif, alors qu'on ne se connaissait pas, tous et toutes très différents, des manières de voir différentes, des relations entre nous, mais aussi les relations humaines et non humaines. Et on a commencé par Peter Webb, ce qui a donné une tonalité assez forte, assez forte à cette académie. Ça nous a tout de suite soudés, en fait, de nous déplacer, de ne pas forcément rester à la Rowe, mais d'aller dans un autre contexte qui est aussi chargé par les plantes qui y sont, et puis le rapport à la spiritualité, à l'histoire de cette île. Donc voilà, c'est la première chose moi qui me vient. Donc il y avait, sur la question des traces, qu'est-ce que c'est ma relation, pour reprendre ma relation aux artistes, ça m'a permis de mettre en perspective ma relation aux artistes. C'est-à-dire comment est-ce que, je coordonne le projet de la semeuse, donc je fais la programmation, et donc du coup j'invite des artistes en résidence pour faire de la création, et donc du coup il y a un accompagnement, mais c'est pas toujours évident. Et l'Académie Generation m'a permis aussi de re-questionner cette relation, de voir de quelle manière je m'adresse et quelle posture j'assume ou je n'assume pas. Parce que je n'assumais pas, j'ai du mal encore. Donc, mais là, ça m'a permis aussi d'avancer sur cette posture de commissaire d'exposition, à quel endroit je me place, d'avancer professionnellement, du coup, dans ce cadre-là. Et oui, je dirais que c'est vraiment ces 2 choses. Et j'ai parlé aussi du temps, ce temps qui nous a permis de faire une exposition. En 2 mois, on ne se connaissait pas, on a réussi à faire une exposition dans le cadre de parcours, c'est quand même assez fort, quoi. Peut-être Sandrine pourrait rebondir là-dessus. Donc moi j'ai fait 2 sessions de la Rowe Academy, effectivement, 2 sessions qui étaient très différentes et qui ont marqué ma pratique naissante de manière tout aussi différente, mais avec ce point commun déjà pour peut-être dire que moi j'ai fait la Rowe Academy vraiment juste après avoir terminé mes études en niveau que j'avais reprise. Donc je sortais d'une formation curatoriale, donc une formation académique, vraiment traditionnelle au sens du terme. Et j'ai postulé pour la Rowe Academy avec l'envie de changer de contexte aussi et d'élargir en fait mon rapport à l'art et la manière en fait dont je pouvais
engager des discussions avec les œuvres, avec les artistes et avec les choses qui partagent en fait à travers leurs œuvres. Peut-être aussi rappeler que moi j'ai une formation en sociologie, donc pas du tout en histoire de l'art, ni en comité d'exposition, sauf justement cette année de master que j'ai réalisé juste avant. Et donc j'avais déjà un intérêt pour les relations entre les pratiques artistiques et la manière dont elles s'insèrent en fait dans un tissu social, dont elles dialoguent avec des problématiques politiques ou économiques. Alors j'étais à Nantes avant, et puis en arrivant sur Paris, j'ai effectivement croisé tout un tas de pratiques qui étaient plus ou moins absentes des espaces géographiques dans lesquels j'avais été avant. Et j'ai trouvé là, dans ces pratiques qu'on dit engagées socialement, en tout cas, même si c'est un terme aussi à reconsidérer à certains endroits, je pense. Voilà, mais bon, il y avait un lien très fort entre ma formation initiale en sociologie et certaines pratiques que je découvrais, et aussi d'autres scènes que j'ai découvert en arrivant sur Paris, notamment mon passage à Cadiz qui a été quand même assez déterminant dans un intérêt que j'ai développé pour ces pratiques-là, même si je ne peux pas les mettre tout dans la même salle. Et donc, la Row Academy m'a paru un espace intéressant pour poursuivre un petit peu ce cheminement-là et avancer dans ce que je considère essentiel, en tout cas pour moi, dans un rapport que j'entretiens avec les œuvres, c'est-à-dire me donner aussi des outils autres que ceux de l'art, de l'esthétique, de l'histoire de l'art, pour appréhender certaines formes, pour saisir certains contenus et pour aussi du coup mieux peut-être en parler, etc. Donc je vais à Dakar, à Raw Material, avec cette envie-là un peu de changer de contexte, d'élargir un périmètre de relation à l'art. Et donc, comme le disait Ariane, la première session donc, avec Otobon Kanga répondait quand même assez fortement à ces envies que j'avais à ce moment donné. Et l'académie a été assez marquante à plusieurs niveaux, mais surtout, pour moi, sur cette question de l'interdisciplinarité, en fait, qui fait vraiment partie d'un mode de réflexion qui est le mien, justement aussi parce que je viens de la sociologie. Et donc, elle nous invitait déjà par la pratique d'Otobon Kanga elle-même, mais aussi justement les intervenants qui étaient invités, qui étaient à la fois issus du champ de l'art, mais aussi d'autres champs disciplinaires, des sciences humaines et sociales, Peter Webb qui est botaniste, agriculteur, ou alors en tout cas les personnes issues du champ de l'art comme Luigi Coppola qui lui a fondé une école d'agriculture en Italie et qui mêle pratique artistique et enseignement écologique. Donc il y a vraiment un croisement d'espaces de production de connaissances qui s'entremêlent et qui font sens. Et donc c'était assez riche et ça a des sens pour moi de participer en tout cas dans ce contexte-là. Et comme le disait Ariane, effectivement, la première session nous invitait notamment à réfléchir à la manière dont des pratiques artistiques parviennent, en tout cas tentent de reformuler les logiques qui
façonne un petit peu le mode d'être ensemble, de vivre ensemble, de faire ensemble, de créer, de donner du sens à des choses, de ne pas en donner à d'autres, de créer des espaces de production, de discussion, de circulation. C'est dans cette démarche-là, il y a autre chose qui intervient et qui était important pour moi, c'est, et je reprends encore ce que dit Ariane, je souligne ça, c'est quelles sont les relations qu'on produit quand on produit des formes culturelles, que ce soit des œuvres pour les artistes ou des expositions pour les commissaires, des textes. Donc on travaille avec beaucoup de matériaux, donc le langage, mais on travaille aussi avec des gens. Et comment on travaille avec ces gens-là, quel type de dynamique on impulse, quelle attention on porte, et surtout comment ça se passe aussi quand on rencontre des objets qui nous sont étrangers. Et ça, c'est vraiment crucial au sein de la Roue Académie, parce qu'effectivement, que ce soit les fellows ou les intervenants, on vient d'autres espaces, et on arrive tous dans un territoire plus ou moins étranger, et comment on va déjà être ensemble dans ce territoire étranger, et comment on va rencontrer cet espace. Et donc, moi, ça a eu un impact sur vraiment l'intention que je portais aux relations, parce que les expositions ou les œuvres sont aussi en fait le fruit de relations. Et je pense que c'est important d'être attentif à ces relations qui ne se voient pas forcément dans l'exposition ou dans une œuvre. Donc ça c'est pour... Je donnais la parole. Peut-être pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience au niveau de la Académie, notamment du fait d'avoir dirigé une métropolitaine. C'est la dernière académie qui a effectivement eu lieu, pour l'instant en tout cas. Mais tout ira bien, ne vous inquiétez pas. On est déjà prêt pour la suite. Est-ce que tu peux nous en parler? Pour moi, en tout cas, c'était une expérience assez extraordinaire. En partie parce que, comme Khalid et Johanna, je suis aussi autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école d'art ou de cinéma, donc c'est-à-dire que je n'ai pas l'expérience d'avoir suivi un enseignement. Et que du coup, quand Koyo m'a proposé de diriger une académie, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, parce qu'il faut inventer un système d'être ensemble, et de travailler ensemble, et d'apprendre ensemble, sans nécessairement avoir de modèles qui sont liés à sa propre expérience. Et moi, je trouve que ce modèle inventé par la Roue Académie est vraiment intéressant. C'est-à-dire que j'ai une grande méfiance envers les modalités d'éducation artistique ou cinématographique. Enfin, je sais que Nicole Brenez, qui enseigne à la FEMIS, dit un truc très drôle. La FEMIS, c'est l'école de cinéma à Paris, et je lui demande comment sont ses élèves, et elle me dit ils sont formidables quand ils arrivent à la FEMIS. 3 ans plus tard, ils font tous les mêmes films. Et ça, je trouve ça très intéressant comme défi, c'est-à-dire que si on va essayer de faire un espace d'apprentissage, comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire un espace de formatage? Et du coup, dans ton introduction, tu as utilisé un terme que j'ai noté parce que je trouvais très beau, tu as dit que c'est un site de dépollution mentale. J'ai emprunté la formule à vous. Alors, c'est une très belle formule. Et du coup, quelque part, j'ai vraiment l'impression que je n'avais pas entendu ce terme avant d'aller à Dakar pour faire l'académie, mais c'est peut-être un peu ça qu'on a essayé de faire. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans le format de l'académie. Sa durée, le fait que ce soit quelque chose qui dure 7 semaines, qui a un début, une fin, et ensuite, là, c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas, c'est pas une institution qui fabrique un esprit institutionnel. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... toutes les académies sont différentes, et tout ça, je crois que c'est très rafraîchissant. Donc, moi, la manière dont j'ai pris... D'abord, je suis venu pour l'académie précédente, donc la 6 Cura, à laquelle Sandrine participait, que Koyo dirigeait, pour observer pendant une semaine un peu comment ça fonctionnait. Et puis après, 6 mois plus tard, on commençait l'académie suivante. L'académie est construite sur les invitations à des artistes qui viennent
prendre en charge une semaine, donc comme Khalil. Donc quand on dirige, on s'occupe de la première semaine où on est seul avec les fellows. Et ensuite, en fait, moi j'ai vu mon rôle comme essayer de poser un cadre, une structure ou un principe de travail et ensuite le livrer aux invités qui allaient en faire ce qu'ils voudraient, ce qu'ils voulaient. Et du coup, le cadre que nous avons imaginé aussi avec Lucie, avec Marie-Hélène qui sont sur place, et c'est vraiment un trio qui a dirigé l'académie, le cadre c'était une espèce de rituel quotidien. C'est-à-dire qu'on a juste dit, le matin on se retrouvera, on boira un café et on lira un texte, on discutera d'un texte qui aura été choisi par ou bien un des fellows ou bien la personne invitée à diriger cette semaine-là. Et on passait 1 heure à discuter de ce texte. Ensuite, on regardera un film. Et on regardera un film sans que ce film soit annoncé à l'avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'a priori, on ne sait pas, les fellows ne savaient pas ce qu'ils allaient voir, c'est la personne qui avait programmé le film qui avait décidé du film, on annonçait juste une durée. Et donc, Ro avait modifié l'espace pour en faire un espace de projection qui était très agréable. On était tous assis comme ça au sol et on regardait un film. Ensuite, on n'en parlait pas tout de suite, on déjeunait. Et le déjeuner, c'est très important. Il y a une énorme équipe un gros matériel il y a une cuisine extérieure. C'est une grande partie de la convivialité, le repas, le partage de la nourriture est une très grande partie de l'académie. Donc, on mange ensemble. Et ensuite, on marche. Après, on faisait une marche, c'est-à-dire quand il faisait pas trop chaud, on partait quelque part à pied et la destination changeait chaque jour et on essayait de choisir des lieux qui étaient en lien avec les questionnements que le film allait susciter ou que la discussion commençait à prendre au cours de la semaine pour aller quelque part dans un jardin botanique, dans un toit d'une maison, dans un lieu quelconque. Et ensuite seulement, on s'asseyait et on discutait. Et on discutait pendant 2 heures du film, de ce qui avait été lu, de ce qui se passait depuis quelques jours, de ce qui se construisait au fil des semaines. Et puis le vendredi soir, on faisait une projection extérieure publique dans un cinéma absolument sublime dans la Médina, qui était une programmation en général d'un film d'un des artistes invités cette semaine-là. Et c'était une projection publique à Dakar, et ça c'était assez exceptionnel aussi. Donc en fait, je crois que ma contribution c'était simplement de penser ce cadre à l'intérieur duquel les artistes invités pouvaient l'utiliser ou ne pas l'utiliser ou faire le contraire, mais ça crée une espèce de régularité. Donc ça, par exemple, cette photo-là, c'était un des endroits où on est allé un jour discuter à l'intérieur d'une espèce de géote comme ça. Donc peut-être juste pour finir, je dirais que ce qui m'a semblé très important pendant cette période, c'est le temps. Donc avoir 7 semaines pour faire quelque chose ensemble, pour être ensemble. Le groupe, je pense qu'une très grande partie aussi, c'est comment choisir un groupe. Il y a beaucoup de candidatures. Regarder avec énormément d'attention, essayer de constituer un groupe qui va fabriquer quelque chose d'intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas de rendu, il n'y avait pas d'exposition, il n'y avait pas de production. C'est-à-dire pendant 7 semaines, il y a eu des petits moments de production où on a fait des exercices, on a fait des travaux, on a fabriqué parfois des petits films, mais ce n'était pas 7 semaines de production. Donc c'était réellement 7 semaines de pensée et de discussion. Et que ça, c'est assez précieux dans l'idée d'essayer de chambouler justement la manière dont... Essayer de chambouler les habitudes qu'on prend finalement quand on est artiste et qu'on commence à savoir qu'on fait certaines choses bien et qu'on a l'habitude parfois peut-être, on se surprend à se répéter un petit peu aussi à certains moments dans son travail. Les fellows en général sont des artistes qui ont déjà 28, 30, 32 ans, qui ont déjà une vraie pratique. Et peut-être que cette rupture est un moment pour remettre en question certains aspects de cette pratique. Donc ça, ce sont certains des souvenirs que j'ai. Alors moi, je me suis conformé au cadre érigé par Corio et l'équipe, et surtout Eric. C'est venu à une période très particulière de ma vie, c'était le début d'une année de merde.
Donc il fallait, dans le sens où je vais expliquer ce qu'il s'agissait, nous, on était à Beyrouth juste avant, et il y a eu une révolution. On l'appelle, on ne sait pas si c'est une révolution ou pas, en tout cas, moi je la ressentais comme une révolution à ce moment-là, et pendant un mois j'étais à Beyrouth, et on travaillait, ce qu'il devait y avoir une sorte de forum qu'on appelle Ashkal Alwan, et je travaillais sur la notion de vertige. Je devais faire une performance qui s'appelait Vertigo. Donc, dans la notion de vertige, au moment où je vivais cette révolution, j'avais perdu véritablement beaucoup de repères. Donc, quand j'arrive à Dakar, je suis très très perdu, et je suis content d'être perdu. Et pour reprendre le terme que j'ai utilisé, j'avais besoin d'aller à Dakar pour essayer de me déplacer de mon propre état et essayer d'avoir une sorte de regard sur là où j'en étais et la façon dont je pouvais fonctionner. Donc quand on ressort d'une période comme celle-ci, on gratte, on essaye de revenir à ce qui nous meut, on va dire, et donc de revenir à une nécessité. Comme on a dit au début, ce qui nous a poussé à travailler, Joanna et moi, c'était une nécessité par rapport à une situation. Et j'étais de nouveau confronté à une situation qui me poussait à réfléchir à mes propres pratiques, mais aussi aux pratiques des autres. Il se trouve qu'une autre personne du groupe venait de Hong Kong et qu'à Hong Kong aussi, il y avait une possibilité de révolution. Donc j'étais très très intéressé au début sur justement quel pouvait être le rôle d'un artiste dans une situation comme celle-ci, du rapport entre art politique, art et militantisme, sur justement la nécessité du silence ou pas, toutes ces questions-là étaient des questions très très sincères et que j'ai exposées d'une façon la plus sincère, pas du tout dans un rapport où j'ai quelque chose à enseigner, au contraire, c'était quelque chose à partager et peut-être même savoir si ce que moi je considérais important, il était partagé, parce que ce n'est pas forcément le cas, c'est même rarement le cas. Et il y avait, au-delà du groupe, autre chose. Il y avait Dakar. Et dès le début, j'étais très intéressé parce que je ne connaissais Dakar, je n'étais jamais allé à Dakar, je ne connaissais que par ce qu'on me disait, sur la façon dont, surtout Goyo en parlait. Donc j'étais très intéressé par me confronter à Dakar, à me confronter aussi à un autre mouvement qui avait eu lieu au Sénégal, qui était le mouvement Yanama, et donc de rencontrer ces protagonistes. Je sortais d'un moment où j'étais très intéressé par l'horizontalité et donc je voulais continuer sur ce même mode et savoir est-ce qu'on pouvait continuer sur des relations horizontales où il fallait retrouver des verticalités. Donc c'était une période très particulière. J'ai inauguré le groupe. Donc c'était un peu, parce que le groupe n'était pas encore constitué à proprement parler, donc il fallait voir aussi comment eux trouvent des accroches, des modalités de partage, qu'est-ce qui les meut aussi à eux. Donc c'était une période très sensible pour nous tous, je crois, et qui m'a profondément touché parce que j'étais accompagné, il faut dire. J'étais accompagné par HSRT et donc on avait en même temps l'affection du groupe quand on était dans nos sessions et le soir on essayait de se reconnecter à notre monde des routes qui s'effritait ou en tout cas à l'époque on espérait qu'il allait se révolutionner, non pas s'effriter. Donc il y avait ces confrontations de déplacement, de recentrage, etc. Et c'était donc très 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 intéressant. Et puis, comme je disais, Dakar laisse des traces sur
les spécificités d'un territoire, de certaines pratiques qui ne sont pas déductibles facilement. Donc ça a laissé quelques traces. Merci. Éric, pour revenir à vous et à votre pratique, vous n'avez pas toujours été, vous l'avez dit vous-même en introduction, artiste ou cinéaste. Vous avez été d'abord sociologue, si je ne me trompe pas, et politologue. Et j'aimerais savoir, parce que je pense que ça s'inscrit aussi comme une première rupture, ou en tout cas une transition, dans votre façon de voir et d'aborder la création. Quel impact ça a pu avoir sur votre orientation, comment vous avez vu les choses, et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à opérer cette transition-là? Qu'est-ce que vous n'aviez pas dans le premier contexte que vous avez trouvé dans le milieu de l'art? Pour répondre en essayant de rester autour de cette idée de gap, ou de cette idée d'espace, c'était peut-être justement ça, c'était l'espace qui manquait. Quand je pratiquais le métier quand je travaillais dans le monde de la recherche en sciences politiques, il y avait... moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était le monde qu'on peut observer, qu'on peut essayer de comprendre, ou bien l'histoire dans son déroulement contemporain. Je crois que c'est pour ça que j'étais arrivé comme ça dans l'univers des sciences politiques, parce que ça m'avait semblé être un des champs dans lequel on se pose des questions sur le monde, comment il fonctionne, comment le comprendre. Et peut-être tout simplement que j'avais pas conscience qu'il y avait d'autres méthodologies et d'autres endroits dans lesquels on réfléchissait aussi à ce monde-là. Je crois et que je n'avais tout simplement pas conscience que c'était quelque chose qu'on pouvait faire à l'intérieur d'une perspective d'artiste, par exemple. Peut-être parce que j'étais assez éloigné, je n'étais pas entouré de gens qui travaillaient en tant qu'artiste, et que j'avais encore peut-être une vision assez naïve de ce que ça pouvait être. Peut-être aussi que je ne m'autorisais pas du tout à penser que c'était une manière de gagner sa vie, une manière de la manière dont j'ai été élevé. Je n'ai pas senti peut-être que c'était quelque chose qu'on pouvait faire, par exemple. Donc c'est quelque chose vers lequel je suis arrivé un peu par un chemin de traverse qui est complètement hasardeux, qui a commencé par une espèce de saturation j'ai étouffé un petit peu dans le monde de la recherche qui était très imprégné par certaines chapelles idéologiques ou chapelles théoriques, et que j'avais souvent le sentiment qu'on produisait une recherche à l'intérieur d'un cadre théorique pour valider certains principes théoriques plus que pour essayer de comprendre. C'est-à-dire que j'avais véritablement l'impression que pour réussir une carrière, il fallait presque choisir un camp, et à l'intérieur de ce camp, faire des recherches qui permettraient de renforcer les structures de cette compréhension-là du monde, et que ça, c'était très étrange pour moi. En tout cas, c'était pas très satisfaisant. Et qu'en fait, ce que j'ai fini par trouver, c'est une transition qui a pris presque 10 ans, et qui a pris plein de chemins différents, les chemins de la photographie, les chemins de la photographie dite documentaire, etc., etc. Et finalement, pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, simplement trouver qu'en fait, on peut, par des pratiques interdisciplinaires, on est autorisé à l'intérieur de ce monde dans lequel on est ici, par exemple, d'observer le monde, de le comprendre, de le chroniquer, de le questionner à travers n'importe quel axe, à travers n'importe quel outil, à travers n'importe quelle perspective. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas connu autrement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de liberté qui me plaît beaucoup. En même temps, ce que je garde de l'univers précédent dans lequel j'ai travaillé, et que je trouve parfois manque à l'intérieur de ce monde que j'habite aujourd'hui, dans le travail, c'est qu'il y a quand même certaines questions de rigueur dans la nature de la recherche, la manière dont on l'a fait, qui me paraît important, et je ne suis pas toujours certain. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un petit peu une espèce
de facilité à dire qu'on fait un travail de recherche sur des questions politiques. Et je ne suis pas toujours certain que cette recherche soit faite de façon sérieuse, ou parfois j'ai le sentiment de retrouver aujourd'hui à l'intérieur dans les expositions, dans les travaux de certains artistes, certaines de ces choses qui m'embêtaient un petit peu dans le monde d'avant. C'est-à-dire qu'on va utiliser la terminologie ou le concept de recherche pour donner un aspect de sérieux à certaines investigations, et je ne suis pas toujours sûr qu'on en ait besoin, qu'on ait besoin d'en parler de cette manière-là, que peut-être qu'il faudrait aussi justement casser aussi cette notion qu'un travail est sérieux parce que c'est un travail de recherche. En fin de compte, quand une artiste traverse le monde, une sensation, c'est suffisant peut-être. Qu'on n'a pas besoin nécessairement de déplier des kilomètres de documents pour montrer que ce travail de recherche est sérieux, par exemple. Donc voilà, ça a été le parcours. Après, je pense aussi que j'aime beaucoup, je sais pas, j'ai quelqu'un dans ma famille qui était très important, qui est reparti à la fac à 65 ans pour faire des études de psychologie, qui a ensuite une carrière de 30 ans en tant que psychanalyste. Il est mort dans son bureau à 97 ans, en train d'exercer le 4e métier qu'il avait fait. Et c'est pas impossible que... Enfin, moi, j'aime beaucoup les trajectoires qu'on appelle latérales, comme ça. C'est-à-dire que je pense que dans cette notion de gaffe, dans cette notion de ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec l'épidémie, avec le fait qu'on est forcé à remettre en question absolument la manière dont on travaille, dont on voyage, dont on produit les choses, etc., il y a peut-être l'opportunité de rompre ces tunnels qui sont... je pense que la société dans laquelle on vit nous encourage à être d'aller très vite, tout droit dans des espèces de tunnels parce que c'est efficace et que ça marche bien, et que ces ruptures-là peuvent être le moment de questionner ça, éventuellement de faire un pas de côté, de faire autre chose. Pour rebondir là-dessus, je pense que par rapport à ta pratique, Ariane, ce qui est intéressant, c'est que avant de faire la Voix Académie, tu es allé à Dakar et tu as travaillé avec l'hôpital de Kermassa. C'était bien avant, hein? C'était après, excuse-moi. Oui, et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu es allé à l'hôpital de Kermassa, l'une de tes premières formes d'apprentissage, en tout cas exprimée comme telle, c'était ne rien faire. Et peut-être que dans cette façon de ne rien faire aussi, il y a eu d'autres choses qui se sont construites, se sont développées et qui t'amènent aujourd'hui à ta manière de faire. En fait, il faut parler de la Royal Academy parce que c'est aussi la Royal Academy qui m'a amené à aller à l'hôpital Kermassa. Donc en 2018, j'avais très envie de voir ce lieu. La question du soin m'intéressait de plus en plus. Et en fait, j'y suis allée. Alors, on avait beaucoup de choses à la Roue. Hein. Toutes les semaines étaient très prises. Mais j'ai trouvé un moment pour y aller seule. Et j'ai rencontré monsieur Djibril Ba, qui avait été après mon maître tradipraticien. Et en fait, c'était assez marrant parce que moi j'étais là avec mon magnétophone, enfin mon enregistreur pour dire est-ce qu'on peut se prendre 1 heure? Et là il me dit mais non, il faut rester une après-midi, il faut qu'on mange ensemble. Alors du coup c'était compliqué, moi j'avais que 2 heures et je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. Et donc on a quand même réussi à discuter et après ça a fait son petit bout de chemin et je me suis dit non, il faut que j'y retourne. Mais là j'y retourne vraiment pendant 2 mois quoi. Et pour prendre le temps justement. Et donc ça revient à ce moment-là où je suis arrivée d'une année pour reprendre ce que tu dis, une année d'ultra-production. En fait on fait des projets, on en fait tout le temps, c'est hyper rapide, on prend même plus le temps. En fait, même des fois avec les artistes, et c'est quelque chose que l'ultra-production artistique, c'est de faire des projets, de monter des dossiers, donc on a un peu la tête comme ça après une année. Donc j'étais toute remontée, j'arrive à Kermassa avec mon petit calepin, prête à apprendre plein de trucs à ma formation, en disant bon de 8h à 10h, un truc un peu... Voilà, il m'a regardé comme ça, il me dit oula, toi tu peux même pas toucher le plan. Tu t'assois, tu t'assois et tu regardes. Alors du coup, quand tu arrives d'une année hyper intense comme ça, je me suis assise, déjà j'étais complètement désarçonnée. Je me suis dit, à quoi je vais servir en fait, je sers à rien, voilà. Et donc des choses se passaient devant moi. Et ça m'a fait tout bizarre dans un premier temps. Puis le 2e jour, il y a quelque chose, en fait ça m'a rendue poreuse en fait.
à mon environnement, ce temps juste d'observation et donc les choses ont commencé un peu en fait, c'est comme si je me suis moi-même ouverte et je me suis rendu compte que j'apprenais tout le temps. C'est-à-dire qu'en discutant, sachant que bon, c'était principalement à l'hôpital Kermassar, sont des Peuls, pour la plupart, donc ça parlait beaucoup Peul, donc j'ai pu m'approcher en fait de cette langue et de cette culture, et puis au fur et à mesure, donc la première semaine en effet j'ai rien fait, donc pour vous dire j'étais assise sur une chaise en plastique et je voyais les gens passer quoi, tu vois, les patients et puis donc la récolte, parce que pour l'hôpital Kermassar, donc c'est un hôpital traditionnel de Kermassar, et dans une forêt, donc, qui était de 7 hectares, et maintenant 1,5 hectare à cause de la pression immobilière, parce que Kermassar était un village, c'est la proche banlieue de Dakar, et c'est très très urbanisé. Et donc il y a une vraie violence là-dessus, c'est ça qui m'avait beaucoup touché, c'est que ils font tout à Kermassar, ils font la récolte des plantes, ils font la transformation en remède, ils font l'accueil des patients. L'accueil des patients, c'est à 1000 francs CFA, c'est rien. 1000 francs CFA parce que c'est la consultation, je veux dire. La consultation, pour 1000 francs CFA, elle dure une journée. Une journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le temps qui est important en fait. L'écoute, la relation qui revient. Et bon, ils sont débordés, hein, vraiment débordés. Et en fait, j'ai pu tout faire. Donc c'était super, j'ai pu tout faire au fur et à mesure. En fait, il m'a laissé faire la récolte des plantes, donc j'ai pu toucher les plantes, j'étais plutôt fière, parce qu'après on a d'autres rapports, on se dit ah ouais, c'est bon, j'ai pu toucher une plante. J'ai pu toucher une plante, j'ai pu la transformer en laboratoire, et puis même, parce qu'en fait, donc, il y avait des femmes, et lui ne pouvait pas prendre en consultation des femmes, donc au fur et à mesure, c'est moi qui prenais les consultations des femmes, et donc je l'avais beaucoup écouté, voir les questions qu'ils posaient, voir les différents protocoles. Il y a un protocole qu'on donnait aux patients qui s'appelle le diagnostic parlant, qui était on faisait boire quelque chose, et puis une inhalation, on appelle ça une fumigation en fait. Une inhalation qui te faisait, alors quand tu es praticien, il faut que tu testes sur toi-même pour montrer, pour après, voilà. Donc je l'ai testé évidemment, c'est horrible, tu tousses, voilà. Mais donc ça s'appelle le diagnostic parlant parce qu'au fur et à mesure, c'est comme une sorte d'auto-diagnostic qui permet à des endroits où apparaissent des douleurs, on entame une discussion avec le patient ou la patiente et au fur et à mesure, on se rapproche pas de la cause en fait, de cette douleur. Et donc ça nous permet la discussion est donc très longue parce qu'on parle aussi de la vie de la personne, de ce qu'elle fait, de son quotidien, de son rapport au travail, de son rapport au sommeil, même de ses démons. Et il y a vraiment des choses où j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup bouleversée. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai appris par rapport à ce que tu disais. J'ai vraiment appris à... En fait, le soin, c'est la relation, quoi. Et c'est ça, quand je suis revenue, c'est avec ça que je me suis construit, enfin, que je me construis maintenant aujourd'hui. Et c'est très difficile à Paris, je trouve, en tout cas, de reproduire ça, c'est pas évident. Et en fait, pour revenir sur pourquoi Kermassar m'a énormément touchée, c'est que, en fait, il y a cette violence urbaine, en fait, qui détruit donc cette forêt, qui, en fin de compte, les plantes qui ont un rapport, un savoir-faire, c'est-à-dire que les plantes disparaissent, le savoir-faire aussi. Les savoirs aussi, c'est-à-dire que si on n'a plus l'hôpital, parce qu'ils sont bien sûr en grosse difficulté économique, 1000 francs CFA la consultation, évidemment, c'est 1,50 €, voilà, à peu près. Donc évidemment, c'est compliqué de faire vivre, ils sont 6 à peu près, de faire vivre l'hôpital. Et cette forêt, et donc il est obligé de vendre des parties de la forêt, parce qu'il y a aussi une pression immobilière, pour faire un terrain de foot, pour faire je sais pas quoi. Donc du coup, et au fur et à mesure, il y a de moins en moins de plantes. Et quand les plantes disparaîtront, qu'est-ce qu'on va faire? Il est où ce savoir-faire? Et donc c'est en discussion avec
Djibril Ba, donc, où il me parlait de ça et de cette inquiétude qu'il avait, que c'était principalement des Occidentaux qui venaient qui venaient faire les formations, s'intéresser à ces questions-là, puis évidemment qui repartaient, mais très peu de Sénégalaises ou de Sénégalais. Et du coup, il y avait cette question qui était comment on parle de transmission à ce moment-là, comment ces savoirs restent, donc on a beaucoup discuté là-dessus. Et aussi en discutant, il m'a expliqué qu'il avait du mal à acquérir une validation scientifique de ces remèdes. Donc la commercialisation, ce qui permettrait aussi d'avoir, de gagner plus d'argent pour l'hôpital. Donc du coup, m'est venue l'idée d'aller à la rencontre d'aller à l'université Cheikh Anta Diop et de discuter avec le directeur du laboratoire de pharmacognosie, M. Sall, et de voir avec lui s'il était possible de mettre un groupe d'étudiants en faisant une thèse sur la validation scientifique d'un de leurs remèdes, sachant qu'ils font des mélanges assez complexes, en suivant tout le suivi dès la récolte jusqu'à la transformation. Et du coup, M. Sall était très enjoué de ça, donc c'était super. Et du coup, on a commencé à réfléchir, à voir quels étudiants, avec quels étudiants on pourrait travailler. On a mis aussi dans le coup le laboratoire de biologie végétale pour travailler vraiment sur les plantes et de rapprocher donc ce monde académique de la recherche à la médecine, à médecine traditionnelle et médecine par les plantes. Parce que médecine traditionnelle et médecine par les plantes, c'est aussi ça communique, mais c'est pas non plus tout à fait la même chose. Donc du coup, il y a vraiment ce travail qui a commencé à se mettre en place. Et donc Uriel Orlot, avec qui on a travaillé sur Soils Affinities et la biennale qu'il a fait Go. On a commencé à en discuter, puis il y avait la biennale de Dakar qui pointait son nez, et donc on a commencé à réfléchir à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire la préservation de savoir-faire, comment est-ce qu'on préserve, sauf qu'on ne peut pas préserver et muséifier parce que ce sont des pratiques. Donc on a commencé à réfléchir sur cette question-là, qu'il y avait la possibilité de faire un jardin. Mais bon, voilà, il y a eu le Covid qui est passé, donc l'annulation de la biennale. Je croyais qu'elle était annulée. Ah, d'accord. Bon. Donc, voilà, pour un peu le contexte. Je crois que j'étais un peu long. Merci, c'était très intéressant. Et juste pour le contexte, Keur-Massar, effectivement, c'est une des banlieues de Dakar qui fait face à toute la pression immobilière qui est liée au fait qu'avec l'exode rural, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'habiter près de la capitale. Et donc, c'est en train d'être construit à une vitesse vertigineuse et qui fait justement les frais de toutes les inondations qui ont eu lieu dernièrement dans ces régions-là et dans ces zones-là. Et c'est vrai. Enfin, et alors, une question pour toi, Sandrine. Justement par rapport à cette transition que tu as opérée entre l'académie, donc germination de Otobong et ensuite Cura, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce qui a suscité chez toi ce besoin, cette nécessité de faire les deux académies. Je sais que, d'après ce que j'ai compris, tu as vécu germination comme un moment d'intense, de travail intense, et il y avait énormément de réflexion, énormément d'enjeux et énormément de choses sur lesquelles tu travaillais à ce moment-là. Et Cura est venu dans une certaine mesure pour répondre à d'autres interrogations. Est-ce que tu pourrais développer sur ça et plus nous donner de détails sur aussi la manière dont, après ces différentes académies, tu t'es inscrit dans une relation plus globale avec les autres fellows? Oui, donc tout à l'heure j'ai pas mal parlé de germination effectivement, mais donc là c'est bien parce que ça va me permettre de faire la transition avec Cura. J'ai pas fait
j'ai pas du tout fait les deux académies dans la même perspective, ni effectivement avec les mêmes besoins, les mêmes attentes que tu exprimes. Et d'ailleurs, je me suis posé la question de faire Cura, parce qu'effectivement, au moment où je candidatais pour Cura, c'était la fin de... j'étais encore à Dakar, je n'étais pas encore repartie. Mais comme je disais tout à l'heure, donc je sortais de ma formation, j'entrais dans un autre type de formation, un autre modèle, un autre espace d'apprentissage, et donc j'avais envie de me mettre au travail. Je ne savais pas avec quoi, j'avais des idées en tête, mais je ne savais pas tellement comment ça pouvait prendre forme. J'avais rien de concret, en tout cas, à me mettre sous la dent. Et puis, Cura, j'ai hésité parce que justement, bon, ça, comme on l'a dit, ça demande un investissement de temps personnel. C'est aussi physiquement, ça peut être aussi éprouvant. Voilà, c'est donc, tout un tas de facteurs qui pouvaient me faire, en tout cas, qui me faisaient hésiter. Mais j'avais eu cette première expérience qui avait été vraiment marquante pour moi, à plein niveau, comme je l'ai dit. Et aussi, j'étais sur le point d'entamer vraiment une pratique de commissaire d'exposition. Et la session portait sur le commissariat d'exposition. Donc, c'était difficile de passer à côté. Et donc, c'est en ça que, contrairement à la première session, Cura représente peut-être plus un moment de pause, en tout cas quelque chose qui met en attente autre chose. Autant Germination, j'étais un peu dans une sorte de continuité, j'avais rien de particulier à faire à Paris, j'avais pas de travail, j'avais pas de projet, donc alors que Cura, j'étais plus dans la perspective, bon, il faut que je me mette au travail, mais finalement non. Je vais quand même refaire cette académie, je vais me redonner le temps de réfléchir à ce que je fais, enfin ce que je projette de faire en tout cas. Et donc c'est un peu comme ça que du coup, ça m'a paru évident de faire Cura. Et en particulier parce que ça me permettait, donc c'est pas comme par exemple, il y a d'autres fellows qui avaient déjà une pratique de commissariat qui était déjà active, qui avaient fait déjà pas mal de choses, alors que moi la seule exposition que j'avais fait avant Cura, c'était celle que j'avais fait dans le cadre de mon master, qui était aussi très, très enrichissante, mais qui ne constitue pas non plus quelque chose... c'est dur de prendre du recul sur une pratique qui n'existe pas, c'est pas possible. Donc moi, Cura, c'est pas... on la rend académie, c'est... Parce que je considère que quand même c'est un moment où on réfléchit à sa pratique. Je pense que c'est, Khalil, vous l'avez dit tout à l'heure, de prendre du recul et de réfléchir à ce qu'on fait, à comment on le fait, etc. Donc moi, en fait, je commence finalement, c'est un peu comme ça que je commence ma pratique d'exposition en réfléchissant à ce que va être cette pratique. Donc pourquoi, avec quels outils, qu'est-ce que je vais en faire, quelle forme je veux lui donner. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envisagé en fait, la session. Le fait de rencontrer, parce que bon évidemment on postule en sachant qui sont les intervenants, etc. Et le fait de me dire que j'allais pouvoir avoir accès à des pratiques totalement différentes, c'était aussi intéressant dans la perspective d'écrire, de définir un peu les contours de ce que pouvait être ma pratique, parce que je savais que je voulais travailler avec des artistes, je savais que je voulais faire des expositions, mais quelles expositions et pourquoi faire des expositions plutôt qu'autre chose, et comment on fait, dans quel contexte, etc. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a eu par exemple
une intervention de AKV, qui est un collectif de commissaires, qui nous a fait avec qui on a discuté de pourquoi des expositions et qu'est-ce que ça pouvait être qu'une exposition. Et donc voilà, on a un peu réfléchi à l'impact d'une exposition, à ce format, à quel point il pouvait être opérant ou pas. Est-ce que parfois il ne vaut pas mieux faire une table ronde ou une conférence plutôt qu'une exposition, montrer un film, etc. Et aussi, ça a été aussi important parce que une exposition, c'est aussi un moment, un format où on produit en fait du contenu, on dit des choses qu'on rend visibles. Et il faut être conscient il y a une certaine responsabilité aussi dans le fait de faire ça, parce que c'est quelque chose qui se donne à voir dans l'espace public. Et donc, qu'est-ce qu'on montre dans l'espace public? Pourquoi on montre certaines images plutôt que d'autres, certaines formes plutôt que d'autres? Et c'est indispensable en fait de se poser ces questions en tant qu'acteur culturel, qu'on soit artiste, commissaire ou critique. C'est qu'est-ce qu'on donne à voir et qu'est-ce qu'on ne donne pas à voir, et comment on donne à voir et comment on parle de ces choses-là et quels impacts potentiels elles peuvent avoir sur les gens qui vont les recevoir. Et donc, les différents commissaires qu'on a rencontrés nous invitaient vraiment à réfléchir à ces gestes qu'on pose en fait en tant que commissaire d'exposition. Et notamment, on a eu une session très intéressante, il y a une photographie avec Chus Martinez et un des fellows justement, où donc, je pense que c'était le deuxième jour avec Chus Martinez, qui est commissaire d'exposition, mais qui est aussi directrice du Coast Institute d'art et de design de Bâle. Et on se met en cercle sous le préau Haro, et un par un, elle nous prend comme ça, et puis elle nous dit, bon voilà, vous avez, je sais pas, 100 000 euros, 1 million d'euros pour faire ce que vous voulez en tant que commissaire d'exposition, qu'est-ce que vous faites? Et cette question qui est un peu folle, et qui est quand même assez drôle, parce qu'on sait aussi qu'en tant qu'acteur culturel, on court toujours un peu après l'argent, quoi. C'est un peu le nerf de la guerre. Oui, et non, des fois on peut faire sans aussi, mais donc quand même, on est quand même toujours un peu en recherche d'argent pour faire les choses. Et donc là, situation idéale, mais bon, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent et pourquoi? Et donc, chacun présente un petit peu son projet idéal. Et en fait, Chus Martinez, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déconstruit chaque proposition qu'on fait. Et ça, pourquoi? Pour qui? Dans quel objectif? Dans quel espace? À quoi ça sert? Est-ce que ça marche? Mais là, ça marche pas. Et pourquoi? Et donc, elle nous invite vraiment à réfléchir, parce qu'on a plein d'idées en tête, on a envie de faire plein de choses. Mais à quel moment... Enfin, je pense que quand on est dans le... Et c'est là aussi que l'idée de pause, pour moi, elle prend son sens, c'est que à quel moment on s'arrête pour réfléchir à ce qu'on fait. Donc moi, je pas beaucoup, mais quand même, en anticipation du coup, on peut avoir une pratique, et si on lève jamais un peu, si on prend jamais de recul, on ne se rend pas compte de ce que ça produit, et finalement peut-être on fait des choses qui n'ont pas de sens pour nous d'un moment. Et ça me fait penser aussi au processus d'évolution de la Raw Academy. On parlait hier de cette année sabbatique qui a donné naissance à la Raw Academy, et je trouve ça très intéressant qu'à un moment donné aussi une institution se dise, bon ben là il faut qu'on prenne un peu de recul, là ce qu'on est en train de faire finalement ça n'a plus trop de sens pour nous, il faut un peu changer le registre, les modes, etc. Et moi je pense que je suis quand même assez chanceuse finalement de pouvoir commencer ma pratique d'exposition en ayant déjà ces questions en tête, parce que ça me permet d'être vigilante face à tout un tas de choses qui ont un impact, comme je disais tout à l'heure, sur la société dans laquelle on vit, parce que comme on le sait, le monde de l'art, il n'est pas en autarcie, quoi. Il est en dialogue, il a un impact, et
qu'on parle de pratiques qui s'insèrent directement dans le tissu social ou pas en fait. C'est juste que les expositions qu'on fait, les textes qu'on écrit encouragent ou pas des systèmes de pensée, encouragent ou pas des manières de voir le monde, des logiques qui sont, voilà, comme dit tout à l'heure Eric, on observe le monde et donc la manière dont on l'observe dit aussi quelque chose de la manière dont il est formé en fait. Et on a un impact là-dessus en tant qu'acteur culturel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Allez, j'aurais voulu te demander, on en discutait tout à l'heure et on redéfinissait les notions. La notion de gap, la notion de transition, de pause, de rupture. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta façon de le percevoir, notamment en lien avec les différentes situations qu'on a pu traverser cette année, et notamment par rapport à la situation à Beyrouth en ce moment. Merci. Je dirais qu'il y a, ça s'appelle gap year, et pour moi, dans l'idée de gap, il y a quelque chose qui est très différent de l'idée de pause. Dans la pause, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle de s'arrêter, d'observer, de regarder. Dans l'idée de gap, il y a une rupture, il y a une discontinuité. Et ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'un état du monde. C'est même un constat que je ne peux pas continuer. Quand je suis à un feu et que je suis en voiture, je fais une pause. Je peux faire une pause très très longue. Mais quand il y a un tremblement de terre, je ne peux pas continuer. Et ça, c'est autre chose. Il faut construire un pont, il faut construire autre chose. Et donc, cette idée de gap est une chose qui est très très importante parce qu'elle ne dépend pas de nous. Elle dépend d'un certain rapport qu'on va entretenir avec les régimes d'image, de production de sens, etc. Donc, vous le savez peut-être, mais en août, on a eu une petite explosion, la troisième plus grosse explosion, et qui n'est pas encore une catastrophe. C'est scandaleux ce que je dis, c'est-à-dire qu'elle n'a rien changé. Il faut qu'on arrive à la transformer en catastrophe, en rupture, pour qu'elle devienne une catastrophe. Une catastrophe n'est mesurée que par ce qu'elle a comme effet sur nous, mais sur aussi notre monde, sur la façon dont on arrive à se présenter, à se représenter, à réaliser ce que ça nous a fait. Donc pour l'instant, nous sommes dans le même régime, dans les mêmes régimes. C'est une catastrophe pour moi. Nous, physiquement, on a tout perdu. Mais ça n'est pas encore une catastrophe pour mon monde. Donc il faut que j'arrive à faire correspondre mon monde avec le monde dans lequel je suis. C'est un peu compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles on rentre dans des différentes formes d'opposition, de résistance, de confrontation. Parce que si mon monde est détruit, il faut que j'arrive à changer ces régimes-là. Parce qu'ils ne fonctionnent plus. Donc l'idée de gap, surtout quand on parle de gap year, c'est très difficile. Ça me renvoie au texte d'Hannah Arendt sur la crise de la culture, c'est-à-dire c'est un moment où notre passé qui nous pousse nous arrive à une brèche laquelle on ne peut pas continuer. Donc comment transformer cette position, qui est vraiment inconfortable, c'est un peu de cette position-là. Moi, j'étais déjà dans cette position-là quand j'arrive à la RAU, c'est-à-dire je suis au bord d'un précipice et j'essaie de trouver des moyens de construire des passerelles, des choses, de partager en tout cas ce sentiment, parce qu'en plus, comme je me disais que le vertige est très fort quand on est sur une brèche. Donc c'est ce moment très précieux, parce qu'il fait peur. Et on ne voit pas. On ne voit pas comment continuer. Donc, quand on a commencé à parler sur le gap year,
Ici, j'étais très intéressé parce que le Covid, la Covid, pareil, il faut dire, ouais, ils l'ont féminisé, a transformé quelque chose. Elle a transformé quelque chose dans le paradigme entre la relation du libéralisme, on va dire, que tout d'un coup on accepte de mettre des contraintes à une certaine forme de mondialisation, c'est une expérience partagée par tous. Quelque chose a changé dans le monde, dans le rapport qu'on entretenait avec la possibilité même de réguler une certaine forme d'économie. L'explosion à Beyrouth, qui a détruit un tiers de la ville, n'a pas encore transformé ce monde-là. Et pourtant, c'est une énorme catastrophe. Mais ça n'est pas encore... je ne sais pas si vous comprenez la nuance que je fais entre, pour moi, entre un dérangement et une rupture. Une rupture, c'est très fort. Garde, pour moi, c'est quelque chose de très très fort. Et justement, par rapport à cette idée de la rupture et du gap, j'aurais voulu savoir le fait d'être... est-ce que vous avez la possibilité, parce que c'est des questions aussi qui nous agitent et qui nous intéressent, de retourner à Beyrouth actuellement? Et si non, qu'est-ce que ça a impliqué, ou dans votre façon d'observer, parce que vous avez beaucoup documenté ce qui se passait là-bas, toute une histoire et tout un pan d'archives méconnues, d'éléments de l'histoire méconnus. Est-ce que vous avez cette volonté-là de pouvoir être là-bas, être en mesure d'accompagner, que ce soit vos familles, etc., et ou pas d'ailleurs, et est-ce que ce contexte que l'on vit actuellement empêche quelque chose ou pas? Nous, on vit à Beyrouth plus qu'on vit ici. Donc, on était à Beyrouth au moment de l'explosion, et Johanna était au cœur de l'endroit et elle a senti le souffle la traverser. Parce qu'elle était on habite dans le quartier de Gemaizé, on est à 800 mètres et on voit le port. Donc notre atelier a été entièrement détruit, notre maison et notre société de production. Il y a quand même aussi 3 blessés. Donc c'est quelque chose. Après, il y a un accompagnement. On est obligé de s'occuper. Il y a une solidarité qui se met en place. Il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas seulement de ça dont on parle, parce que c'est aussi cette destruction est une destruction qui n'a rien à voir avec les guerres. Dans le sens où une guerre, je suis désolé, je suis technique, mais c'est à une échelle humaine, même si elle est énorme. Mais un obus suppose un dégradé. Ici, c'est notre horizon qui a été transformé. Donc c'est où qu'on regarde, c'est la même chose. Donc c'est incommensurable. L'échelle n'est plus humaine. Donc tout d'un coup, il faut tout le travail consiste à réaliser ce qui nous est arrivé. Et ça, c'est un travail où on est obligé de s'occuper quand on a des dizaines, des centaines d'amis qui sont blessés, ou qui sont morts, etc. C'est un travail humain d'homme. Donc cette question-là, je préfère ne pas y répondre parce que Mais on va dire que bien sûr, ça nous a plus affectés. Mais c'est pas là. Est-ce que, par exemple, on a envie parce que nous sommes une génération d'artistes qui avons émergé au lendemain des guerres civiles où on a développé des outils. Est-ce qu'on va reprendre ces outils? J'en ai un peu marre de travailler sur les mots. Ça fait 30 ans que je travaille sur des mots et j'ai pas envie de retravailler sur des mots. Mais par contre, j'ai une rage qui fait que j'ai envie de le retravailler. Et je me confronte avec des amis architectes qui ont construit des immeubles que vous voyez ici, comme la Narcorie ou d'autres, etc. Et on se dit, est-ce qu'on va reconstruire comme c'était? Est-ce qu'on va refaire quelque chose d'autre? Où on en est? C'est quand même des questions qui ont l'air très simples. Dans le sens, est-ce que je restaure ma maison? Est-ce que je la refais comme elle est? Est-ce que c'est possible qu'elle soit comme elle est? Comme elle était? Ce sont des questions a priori anodines, mais en fait qui reposent toute notre pratique depuis 30 ans. Ce qui nous a amené à travailler. Parce que nous avons commencé à travailler en opposition à un processus qui se mettait en place, qui disait qu'il faut mettre tout ça en parenthèse, il faut recommencer à vivre. Et là, c'est
c'était très étrange parce qu'au lendemain du confinement, on avait accepté une expo au Fracos et c'était simplement pour se motiver. On a fait une vidéo qui s'appelle Where is my mind, une nouvelle vidéo, et où on illustrait par un poème de Cavafy, pas de Cavafy, de Seferis, qui disait à la fin vous nous avez dit de nous soumettre, et en gros, quand tout sera nos cendres, nous récupérerons nos vies. Tout d'un coup, il fallait récupérer notre vie. Mais ce n'est pas simplement une question de résilience. On ne peut pas continuer. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut admettre qu'on est mort. C'est assez bizarre. Johanna a eu pas mal de problèmes parce qu'elle s'est sentie transpercée par un souffle, qui est un souffle de mort. Donc il faut faire comme Orphée, qui est aussi d'une certaine façon une métaphore du travail des artistes, c'est-à-dire de revenir de ce royaume-là. Donc ce n'est pas... on ne peut pas vivre normalement. Vous voyez, c'est horrible à dire, il ne faut pas vivre normalement. Donc accepter une pause, c'est pas... Parfois on peut se prendre une pause. Être confronté à une rupture, c'est un peu plus douloureux. Merci. Alors, pour revenir au travail que tu fais au laboratoire d'Aubervilliers, et en particulier le projet de la souleuse, donc je vais essayer de le prononcer correctement, Majetitsa, magnifique porche. Voilà, donc le projet sur lequel tu travailles, en tout cas l'œuvre autour de laquelle tu développes ta pratique est l'une des tiennes. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que ce travail que vous faites au laboratoire d'Aubervilliers avec le jardin et le projet de la semeuse est une façon pour vous de réécrire ou de retisser des liens avec les communautés qui vivent là-bas et quelque part de réécrire une histoire? La jeunesse du projet s'appelait La semeuse ou le devenir indigène. Donc, du coup, ça donne un peu l'intention de l'artiste. Et aujourd'hui, quand elle a créé le projet, l'idée c'était vraiment de parler de la diversité culturelle de la ville au travers de la biodiversité des plantes dans un jardin. Donc il y avait vraiment, il y a 135 nationalités qui gravitent à Aubervilliers, donc il y a beaucoup de communautés qui cohabitent, se croisent, se rencontrent, mais des fois ne se parlent même pas. Donc le jardin, le jardinage, les plantes étaient aussi un moyen abordable pour faire que les communautés se rencontrent. Donc elle avait parce que les personnes voyagent avec leurs plantes, les plantes voyagent tout autant que les humains. Et donc du coup, c'était l'idée que quand une personne revenait de son pays, ramène des graines, donc il y a une grainothèque, et des plantes pour pouvoir les planter dans le jardin de la semeuse. Voilà. La jeunesse du projet est celle-là. Après, évidemment, tisser du lien dans le quartier, pour moi, c'est évidemment très important. En faire un lieu d'hospitalité, c'est essentiel parce que c'est un quartier qui est difficile, avec beaucoup de tensions. En faire un lieu partagé, donc pour les femmes, pour les hommes, sachant que les femmes n'ont pas beaucoup d'espace dans l'espace public à quatre chemins, en tout cas. Donc les femmes, les hommes, les enfants, mais aussi les artistes. Comment faire dialoguer tout ce monde-là, en fait, sans que... comment créer des ponts, en fait. Et c'est vrai que les labos, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un lieu assez enclavé. Donc les gens n'y rentrent pas forcément, en tout cas les gens du quartier n'y rentrent pas forcément naturellement. Donc il y a tout un travail pour tisser du lien avec le quartier. Donc il m'a demandé de sortir.
cet espace enclavé pour aller à la rencontre des gens, là où ils étaient, quoi. Donc écrire de nouvelles histoires, je sais pas, il y a tellement d'histoires déjà qui existent, je pense pas qu'on écrit, enfin on écrit de nouvelles histoires, mais on retisse et on tisse des liens, et on jardine ensemble, donc ce qui permet aussi de libérer la parole. Des fois des personnes qui ont l'impression qu'on lui a enlevé, notamment je pense à une amie donc réfugiée syrienne qui est poétesse et qui travaille et qui fait le ménage à la maladrerie en insertion, et qui vient et que j'ai appris au bout d'un an qu'elle était poétesse, qu'elle écrivait des poèmes, qu'elle m'a dit des poèmes, et tout ça en plantant. Ça a mis du temps, mais donc il y a aussi cette forme d'ouverture petit à petit. Donc beaucoup d'histoires comme ça en fait qui mettent le temps, et c'est aussi grâce aux plantes en fait que des choses émergent, en fait, des récits émergent. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question. Merci Ariane. On doit donner la parole au public. Donc je vais vous remercier d'avoir accepté d'assister à ce panel et de nous avoir rejoints avec au salon, et de nous avoir donné l'opportunité de nous réunir à nouveau. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question un peu qui pourrait s'adresser à vous quatre, d'une certaine manière. Sandrine, tout à l'heure, tu parlais du fait que quand tu étais arrivée à Arro, tu venais de finir une formation, mais tu n'avais pas encore eu énormément d'expérience en tant que commissaire. Eric, vous parliez de Arro comme un moment où on devait repenser complètement la manière de créer une académie et sans obligation de résultat, si j'ai bien compris. Khalil, vous parliez aussi de l'état d'esprit dans lequel vous étiez en arrivant à Dakar, et Ariane, de ce moment où vous êtes obligé de rester assis sur une chaise et qu'en fait vous ne savez pas ce que vous pouvez apporter. Et je me demandais si en fait vous aviez tous d'une certaine manière vécu aussi ce moment, ce gap-year ou ce temps d'arrêt comme un moment forcé ou non d'humilité et de vulnérabilité. D'humilité surtout. Oui, totalement. Totalement, parce que d'humilité, parce que on est face à des pratiques qui sont différentes des nôtres, des manières de penser aussi. Donc à un moment donné, on sort d'un ethnocentrisme, on déplace le regard, on envisage, on fait l'expérience d'autres manières de produire et d'être ensemble. Donc à un moment donné, en fait, on change les catégories avec lesquelles on regardait le monde avant la Voix Académie, et ça change les choses. Et de vulnérabilité aussi, parce que on est confronté en fait aussi à notre propre pratique. Et c'est ça aussi la force et tout l'intérêt de l'Académie, c'est de nous permettre, de nous inviter à réfléchir à ce qu'on fait. Et au sens qu'on donne aux choses qu'on fait. Et ce moment-là, on est aussi forcé, quand il y en a, de constater les failles, d'essayer de trouver de nouvelles manières, de penser et justement les discussions, le fait de rencontrer des personnes qui opèrent dans d'autres contextes, avec d'autres personnes, avec d'autres moyens, ça nous permet aussi de reformer un peu ces choses-là. Je trouve que le terme de vulnérabilité est intéressant, parce que c'est peut-être de perméabilité aussi, mais en tout cas de ne pas être. D'avoir essayé d'instaurer dans le groupe et le groupe dans la ville une espèce de capacité d'être très réceptif et d'être vulnérable en fait. Par exemple, même un exemple très bête, mais souvent dans ce genre d'endroit, quand on est censé se présenter face au groupe, on demande à un artiste de parler de sa carrière, de parler de son travail, de montrer un de ses meilleurs films, etc. etc.
Et là, ce qu'on avait fait, c'était le contraire. Pour se présenter, il fallait, je leur avais demandé de parler d'un échec, d'un film qui ne marche pas ou d'un truc qui bloquait. C'est-à-dire que donc en fait, le groupe s'est présenté et c'était très fort parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps tout de suite. Beaucoup plus tard, les fellows ont eu le temps de montrer le film qui les a rendus un peu connus, qui leur a permis etc. Mais en fait, le groupe s'est présenté et ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais anticipé ou imaginé stratégiquement comme une bonne manière d'eux. Mais en fait, ce que ça a fabriqué, c'est qu'on s'est tous connus sur une faille, sur un truc d'insécurité, sur un truc qui ne marche pas, sur un truc qu'on n'arrive pas à débloquer. Et parfois, les fellows ont même parlé de choses super intimes. C'est le 3e jour, je crois. Et ça a instauré une espèce en tout cas une échelle de valeur sur le fait que la vulnérabilité, elle était importante. Et j'ai le sentiment que souvent ça s'est fait comme ça. Ou par exemple, Gianna Contra est venue pendant une semaine et quasiment refusé de montrer un seul de ses films. Alors que nous, on voulait que voir ses films, on voulait qu'il nous en parle, etc. Et comme les séances de projection étaient toujours aveugles, dans le sens où on ne savait pas ce qu'on allait voir, donc, tous les matins, les fellows s'essayaient en se disant on va voir un bon film de Gianna Contra, et puis en fait, c'était Le Miroir de Tarkovsky. Bon, 2 heures, 12, il fait 30 degrés dehors, et que personne n'avait imaginé qu'on allait être en Russie pendant 2h30. Donc c'est des choses comme ça, de ne pas savoir quel est le film qu'on va voir, c'est aussi une manière de ne pas avoir d'a priori, et de ne pas avoir d'a priori, c'est une manière d'être vulnérable. Je voulais juste rajouter, parce que effectivement, des fois, la vulnérabilité, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif, en fait, et dans le fait d'être dans un espace où on n'est pas... alors qu'en fait, c'est aussi s'autoriser à être vulnérable, et on est aussi, il faut le dire, à un rôle dans un cadre de bienveillance extrême. Donc c'est pas une bienveillance qui est naïve, qui est aveugle, qui n'est pas critique, mais c'est une bienveillance qui permet justement à cette vulnérabilité de s'exprimer et ensuite de faire en sorte que l'endroit d'où elle vient puisse être pas reconstruit parce qu'il n'est pas brisé, mais on puisse corriger, ou en tout cas améliorer les choses, les failles, etc. Donc c'est pas un endroit de stress, on est là, etc. Non, c'est un endroit où on se construit et la bienveillance de l'équipe, des intervenants, on la reçoit tous et forcément on est du coup aussi les uns avec les autres bienveillants. Oui, moi je me senti très vulnérable et après l'humilité est venue. Mais ouais, c'était un moment assez violent parce que et qui m'a... Je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même. Alors moi qui me suis toujours pensé avoir un esprit critique très... voilà, en me disant aussi... Je suis arrivée là et j'avais mes propres... C'est-à-dire que je mettais ma propre image de ce qu'allait être cette formation. C'est-à-dire que je me projetais. Un peu comme la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'il y a déjà des cases avant... voilà. Donc j'étais déjà dans une projection de ce que j'allais faire. Donc je fantasmais ce que j'allais faire complètement. Et qu'on me remette à ma place de cette manière-là, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a vraiment secoué les neurones. Et du coup, et donc, je reprends, perméabilité, la porosité en fait, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe. C'est-à-dire comme d'un revers de main, ton château de cartes il est balayé. Du coup, au fur et à mesure, tu veux plus faire un château de cartes, mais tu fais autre chose, quoi. Par rapport à ce qui te vient. Tu fais autre chose, donc peut-être que tu vas faire un gribouillis, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est des choses qui viennent à toi. Et alors, c'était marrant parce que je suis passée par plusieurs phases. Donc, humilité, puis après, revulnérabilité. Parce que j'ai compris des choses aussi un peu complètement sur la spiritualité, des choses comme ça qui, moi, venant d'Occident, des choses qui m'ont complètement bouleversée, qui m'ont chamboulée et qui m'ont fait peur à plein d'endroits. Et donc du coup, je suis retombée dans une vulnérabilité, dans un rapport de comment est-ce que je me construis
avec ça en fait. Qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire en fait. Donc oui, carrément. Variation sur le même thème. Alors comme je ne vais pas répéter la même chose que je vais dire qu'il y a quand même des outils. Il y a des outils justement qu'on utilise pour essayer de se rendre à l'écoute ou déconstruire ou quand on ressent un discours. Donc le travail, parce que c'est du travail, c'est un travail aussi de rencontre. Donc préparer dans un terrain, la rencontre on ne se donne pas rendez-vous quelque part. On ne sait pas où on va aller ensemble. Donc moi je n'avais pas décidé des sujets de conversation par exemple. Ça venait de la rencontre avec les participants. On a parlé d'horizontalité au début, mais le dispositif même où on est tous assis en rond, en cercle, c'est pas du tout ce rapport-là. C'est quelque chose qui fait justement où ma parole n'est pas plus importante que celle de n'importe quel autre participant. Bien sûr, j'ai des outils. Heureusement que j'ai pu développer certaines choses, etc., qui nous permettent d'entendre « Ah non, ça je comprends, je sais d'où ça vient, on peut... » Et on partage ici ces modes de déconstruction, ces modes de jeu. Mais il y a après l'endroit où on est, où on réalise qu'on a été déporté dans un autre lieu inattendu. Et là, on sort du discours et on se confronte à une parole, à quelque chose qui est en train d'advenir. C'est ce rapport-là au réel qu'on cherche. C'est-à-dire que on a fait tous 100 000 panels. D'accord ? Et à un moment, on a l'impression qu'il y a des copy-paste. C'est insupportable. On les supporte plus. Mais parfois, il y a des trucs qui adviennent où on a l'impression, même si on les a déjà dit, qui sont dits pour la première fois. Et c'est ces moments-là qui deviennent des moments précieux. Où on a l'impression qu'une parole advient, que quelque chose se passe. Et qu'on ne comprend pas forcément. Après, on peut les ramener sur... c'est de la magie, c'est du politique, Après, ça, c'est un autre travail. C'est après à chacun de digérer ça comme il veut. Merci pour la question que je trouve très belle. Et je voulais juste rebondir donc en parlant de ce que c'est pour Raw Material Company aussi d'accueillir les Raw Academy et que ça nous oblige aussi à être très humble et très vulnérable. On est une équipe, on a créé un cadre, mais 2 fois par an pendant 7 semaines, ce cadre doit être assez souple et assez ouvert et assez bienveillant pour être générateur de quelque chose que nous on ne peut pas contrôler. Et je pense que, je sais que parfois c'est très difficile, mais ça nous apporte énormément de choses aussi en tant qu'institution. Et je pense que oui, c'est important de savoir que c'est pas juste les fellows, les facultés, les directeurs qu'on espère vont grandir à la suite ou pendant et à la suite de cette expérience, mais l'institution aussi, parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas rester enfermé et trop fixé, trop figé. On doit de façon permanente essayer, on n'y arrive pas toujours, mais on doit toujours essayer d'être aussi, d'avoir assez d'humilité pour pouvoir soutenir ce cadre. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Merci. Donc, on va s'arrêter là. On va accueillir dans quelques minutes une performance d'Alaché. Donc, on va simplement laisser la place à l'équipe pour qu'on puisse remettre en place ce dispositif. Et on va se retrouver au niveau du hall juste derrière pour partager un moment de convivialité, qui est un élément très important dans la logique et dans la manière de fonctionner de Raw. Donc j'en profite pour remercier les panélistes qui sont là,
ceux qui étaient là hier, le public, parce que les gens se sont déplacés, que vous avez joué le jeu, qu'on est dans un cadre exceptionnel et que les conditions actuelles sont assez anxiogènes, donc il y a beaucoup de personnes qui ne se déplacent pas, donc on vous remercie d'avoir fait cet effort-là, de nous retrouver ici, d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Et on espère pouvoir vous accueillir dans le cadre de l'euro, pourquoi pas, quand les conditions nous le permettront à nouveau. Et on envoie un message à nos collègues qui sont restés à Dakar, mais qui nous ont aidés à mettre en place ce programme et qui font d'Euro la merveilleuse famille que c'est. Et on embrasse donc toute l'équipe. Merci.